Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, la présidente de la Province Sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que vous le savez, les Calédoniens s'impatientent. Les élections provinciales, c'était il y a plus de 3 mois maintenant. Vous les avez gagnées, vous aviez promis un choc de confiance. On voit toujours rien venir. Comment ça se fait ? Alors d'abord, je comprends très bien l'impatience des Calédoniens. C'est vrai que ils ont vécu une situation très dégradée en fin de mandature. Et donc, il y a une grande impatience que nous partageons. Ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement est élu depuis 50 jours, la province un petit peu plus. On a voulu assurer dès le départ de cette mandature et dès que possible la relance économique. C'est ce qui a été fait au gouvernement avec le fait d'avoir mis 4 milliards de plus dans la machine économique. Et puis, ça a été fait hier à la province Sud avec beaucoup d'investissements et le sauvetage des commerces. Donc, les choses arrivent. Je comprends l'impatience des Calédoniens. On va dérouler vous leur maintenant. Dites ça va venir. Ah bah ça vient là, ça commence à venir. C'est venu déjà donc hier à la province et puis un petit peu au gouvernement. Vous avez l'impression que déjà que l'état d'esprit a changé, est-ce que dans la population, est-ce que les gens que vous rencontrez, vous avez l'impression qu'ils sont surtout impatients ou ils commencent déjà à avoir un peu confiance ? Les deux, je crois que, encore une fois, il y a la situation. La Calédonie a été abîmée. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle a été abîmée par la précédente mandature, abîmée en termes de sécurité. On voit bien que les Calédoniens souffrent de cambriolage, d'insécurité un peu partout. Elle a été abîmée au niveau économique. Elle a été abîmée parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir institutionnel. Donc, on arrive quand même dans une situation où, en plus, on découvre quand même régulièrement des champs de mines. Donc, on arrive dans une situation qui était quand même très dégradée. Je sens quand même que notre élection a généré un espoir et on va, avec tout ce qu'on va mettre en place, et on va, avec ce budget supplémentaire, c'était 12 des engagements de l'avenir en confiance. On va continuer à dérouler les engagements que nous avons pris devant les Calédoniens et pour lesquels ils nous ont fait confiance. Et c'est ça qui va petit à petit remettre la confiance. On sent que effectivement, on commence à y croire, mais je pense que ça viendra pas du jour au lendemain et la relance c'est avant tout de la confiance et on essaiera de donner les éléments de confiance. Alors ce budget supplémentaire 2019 justement, donc il a été adopté hier par l'Assemblée de province, c'est un budget d'ajustement, un budget supplémentaire, mais où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour l'élaborer alors que on dit que les caisses sont vides ? Oui, alors effectivement, la situation budgétaire est pas très bonne puisque... à la province aussi, parce qu'on parle beaucoup du gouvernement, de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud aussi est dans une situation délicate. En fait, les finances de la province Sud sont forcément découlent en fait des finances de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que là, le gouvernement nous annonce 8 milliards de TGC de moins par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire 16% d'erreur dans le calcul qui a été fait par l'ancienne majorité sur la TGC. Tout simplement, 8 milliards de moins pour la Nouvelle-Calédonie, c'est 2 milliards en moins pour la province Sud. Donc il va falloir qu'on fasse avec ces résultats-là. Donc évidemment, la situation de la province Sud est aussi dégradée parce que celle de la Nouvelle-Calédonie est dégradée. Mais malgré ça, de quoi faire un budget malgré ça, on a fait un choix. On a fait le choix de réduire au maximum toutes les dépenses de fonctionnement, de manière à mettre 84% sur 100 francs qu'on met dans ce budget supplémentaire. 84 francs sont dans l'investissement public. Donc on a éliminé un maximum de dépenses de fonctionnement. En gros, on a réduit le train de vie de la province Sud sur un certain nombre de choses. On y reviendra. Mais on a voulu mettre finalement quasiment la totalité de ce budget dans l'investissement parce que c'est bien l'investissement public. L'investissement public, c'est quoi ? C'est des travaux, tout simplement, qui vont être donnés à des entreprises. On dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Donc, c'est des travaux qui vont être donnés à des entreprises. Les entreprises vont embaucher, vont payer des impôts. Et c'est bien ces embauches qui vont générer du paiement des charges sociales. Et ces entreprises qui vont payer de la fiscalité. Et ça va petit à petit faire redémarrer la machine économique. Mais tout de même, sur le fond, on connaît la problématique de la province Sud avec un fort accroissement démographique et avec des dépenses contraintes dans le domaine social, dans le domaine de l'enseignement notamment. Tous vos prédécesseurs ont été confrontés à ce problème. Vous l'avez aussi aujourd'hui. Vous allez faire comment ? Vous avez des pistes pour trouver une solution et améliorer les finances de la province Sud ? Alors on a effectivement d'abord un gros problème politique, c'est-à-dire que quand la clé de répartition a été mise en place, la clé de répartition, je le rappelle, elle donne 50% des recettes de fiscalité à la province Sud, 50% au Sud, 32% au Nord et 18% aux îles. Et au final, quand la clé de répartition a été mise en place, il y avait 67% de la population qui habitait dans le Sud. Aujourd'hui, c'est 76% de la population qui habite dans le Sud. Donc on voit bien que finalement, il y a de plus en plus de monde dans le Sud
et de moins en moins d'argent. Donc forcément, on a un effet ciseau. On a fait un petit calcul qui montre que, en moyenne, un habitant de la province sud, en recettes de fonctionnement, a à peu près 250 000 francs, quand un habitant de la province des îles, c'est 750 000 francs. Vous imaginez pas bien qu'on ne fait pas la même chose avec des recettes. Donc, quand je vois que le président de la province des îles veut faire un aéroport international, effectivement, il le fait avec l'argent des gens du Sud. Donc, c'est quand même un peu compliqué et il faudra que, dans l'avenir, on arrive à régler ce problème-là. On essaye de faire avec ce qu'on a. Et pour faire avec ce qu'on a, on essaye de faire des économies partout. On a un gros travail à faire sur l'aide médicale parce que, on le sait très bien, de la même manière qu'au RUAM, il y a des choses sur lesquelles il y a des abus qu'on connaît, qu'on voit. Il va falloir que maintenant on aille les chercher concrètement de manière à ce qu'on soit en capacité d'assurer, de continuer à maintenir le même niveau la même qualité de vie pour les Calédoniens. Alors vos priorités, c'est clairement relancer l'économie, c'était le thème de votre campagne, c'est également le thème depuis que vous êtes élu à la présidence de la province. Ça passe par une aide aux entreprises, bien sûr, mais comment ? Comment est-ce qu'on peut les aider, les entreprises ? Ce sont des entreprises privées, quelle est la latitude des pouvoirs publics pour venir en aide aux entreprises ? Alors il y a plusieurs axes. C'est pour ça qu'on a parlé de l'acte 1 de la relance économique qui s'est décliné à la fois au gouvernement et à la province sud. Au gouvernement, eh bien c'est 4 milliards qui avaient été tout simplement ponctionnés aux entreprises, qui n'avaient c'est le remboursement des stocks, c'est-à-dire les taxes qu'ils avaient payées et à qui les entreprises auxquelles on a dit, en fait, on vous les remboursera sur 4 ans. Alors que c'est bien des choses qu'ils ont payées, où on a dit, c'est nous, gouvernement, qui ferons l'avance, parce que les entreprises sont pas forcément en capacité, et en particulier les plus petits, d'assurer ça. Et puis après, c'est sur le plus long terme, et ce sera également au gouvernement, de la visibilité, de la simplification administrative, des dispositions fiscales qui permettent d'embaucher plus facilement, des dispositions administratives qui permettront d'embaucher plus facilement. Et puis à la province qui a la compétence en matière de développement économique, on a la capacité, nous, à aider directement les entreprises et en particulier les plus petites. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a voté hier. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de retours pendant cette campagne et après, de commerçants notamment, qui ont beaucoup souffert de la politique économique qui a été menée, qui ont beaucoup souffert notamment du contrôle des marges qui a été mis en place et qui donc... certaines ont déjà fermé, on l'a vu, c'est plusieurs centaines d'entreprises qui ont fermé ces derniers temps, mais celles qui sont encore un petit peu à la limite de se dire est-ce qu'on va fermer, est-ce qu'on va licencier ou pas, eh bien celles-là on est en capacité de les aider et c'est ce qu'on a voté hier puisqu'on a prévu une aide à la trésorerie immédiate, rapide, qui permet simplement de repasser la tête hors de l'eau et puis des aides au paiement des charges sociales. Ça s'adresse aux entreprises qui étaient prêtes à licencier. On leur dit au lieu de licencier, on va vous financer les charges sociales de manière à ce que vous gardiez vos salariés. Pour la province, ça représente un investissement, une aide de combien ça se chiffre plusieurs millions Oui, au global, c'est 513 millions qui sont mis sur l'ensemble des dispositifs sur l'aide aux petites entreprises. Donc sur l'aide à la trésorerie, sur l'aide au paiement des charges sociales. On a un volet sécurisation des commerces avec 100 millions, puisque là aussi, quand un petit commerce se fait casser la vitrine, se fait voler régulièrement, on en a visité un qui avait été volé 8 fois dans les 12 derniers mois. C'est insupportable, ça a des conséquences. Le dispositif existait déjà. Oui, mais vous l'avez simplifié, vous l'avez amélioré. On a fait plus que ça, puisqu'en fait, le dispositif était tellement fermé que sur 100 millions qui étaient inscrits, il n'y avait que 4 millions qui avaient été dépensés. En fait, finalement, personne n'y avait accès, parce qu'à force de considérer, et c'est vraiment un changement de philosophie qu'on a voulu mener, c'est-à-dire que l'ancienne majorité considérait que les entreprises forcément fraudaient. Alors, je dis pas le contraire, et celles qui fraudent, on a mis des sanctions extrêmement dures pour celles qui fraudent. Mais on a tout un tas de petites entreprises, de petits commerçants qui ont du mal à finir leur mois. Et je crois qu'il faut simplement arrêter de considérer que les entreprises sont des voleurs. Et ça, c'est un vrai changement de philosophie. Et dans ce dispositif de sécurisation des commerces, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a permis de rendre éligibles plus d'entreprises. Et puis le dernier volet, c'est la partie garantie, fonds de garantie de la province sud, qui permet là aussi, parce qu'on sait bien que souvent les entreprises ont du mal à avoir accès à des lignes de trésorerie ou à des emprunts bancaires. Avec le fonds de garantie de la province sud, ça permet aux banques d'être rassurées. Ça correspond à leurs demandes, vous en aviez parlé avec eux, vous en aviez parlé avec eux pendant la campagne, c'est en concertation avec le monde de l'entreprise, ces différentes mesures. Alors ça aussi, c'est un grand changement, c'est-à-dire que ce qu'on a entendu beaucoup, c'est qu'il y avait un problème de concertation. Et là, alors d'une part au gouvernement avec le grand débat qui va être lancé avec les entreprises et d'autre part à la province quand on a voulu mettre en place ces mesures, on a essayé de coller aux vraies problématiques
qui nous sont remontées par les professionnels eux-mêmes. Alors dans le budget supplémentaire, vous donnez, vous le disiez, on en parlait il y a un instant, la priorité à l'investissement public. Quelles sont les principales opérations que vous allez mener? On sait bien tous les énormes chantiers des dernières décennies, c'est terminé. Qu'est-ce que vous avez comme latitude aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme travaux? Alors on a pas mal de travaux routiers évidemment qui permettent d'améliorer le réseau routier de la province sud, mais au-delà de ça, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir pas mal d'investissements sur la sécurité. On a 229 millions qui sont affectés sur les questions de sécurité parce que notre vision sur le sujet, c'est que on a eu une dégradation très très forte de la situation de sécurité en province sud. Alors sur toute la Nouvelle-Calédonie, mais nous on s'occupe de la province sud, et donc qu'il faut une réponse immédiate en termes de répression, avec des caméras de surveillance, avec l'amélioration des conditions et des équipements des polices municipales, avec des investissements qui permettent finalement d'améliorer la sécurité au quotidien. Mais en parallèle à ça, on considère que la répression c'est bien, mais si on jugule pas le flot de délinquants qui nous arrive, on n'y arrivera pas. Et donc, on a initié, et ça fait partie également des engagements que nous avions pris, un travail avec le professeur Milkman, qui a travaillé sur la manière dont on peut justement limiter la délinquance. Je rappelle qu'il a mis en place son processus en Islande et que la délinquance en 15 ans a baissé de 50%. Si on peut arriver à ça en Nouvelle-Calédonie, on aura tout gagné. Donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé, avec tout un travail de prévention qui va être mené. Pour l'instant, ce plan Milkman, ça passe, si on a bien suivi, par des conventions avec les différentes communes. La province doit organiser tout ça, orchestrer l'ensemble. Quel va être le rôle de la province dans ce phénomène ? En fait, la province va vraiment porter l'ensemble du dispositif en termes de... D'abord, la première action sur le travail qui se fait avec le professeur Milkman, c'est une étude sociologique. C'est-à-dire que les publics, les jeunes en Nouvelle-Calédonie sont pas les mêmes qu'en Islande ou dans les villes des États-Unis où ce procédé a été mis en place. Clairement, on n'a pas les mêmes addictions, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc, il y a toute cette étude qui est menée de manière à ce qu'ensuite on soit en capacité de répondre concrètement. La théorie, c'est quoi? C'est de dire les jeunes qui boivent, qui fument et qui volent, etc. Ils sont addicts à cette forme de plaisir. Et l'idée, c'est d'essayer de leur apporter des centres, d'utiliser leurs centres d'intérêt pour que finalement ils trouvent du plaisir ailleurs que dans ces addictions qui ont été citées. Et donc, ça va se faire avec les communes, parce qu'après, une fois qu'on aura identifié les problématiques et qu'il faudra qu'on ait des réponses, eh bien, évidemment, ça passera par les communes qui, elles, ont le contact au quotidien avec les populations. Au chapitre de la sécurité, toujours, vous prévoyez aussi, vous l'aviez présenté il y a quelques semaines, un plan de sécurisation des écoles. Ça, c'est en collaboration avec les communes, ça, c'est en coopération également avec l'État, parce que l'ordre public, la sécurité, c'est quand même l'État. Alors, c'est pas vous ? Ouais, c'est toujours, en Nouvelle-Calédonie, le partage des compétences est toujours un peu complexe. Nous, notre compétence, elle est sur les collèges. Elle n'est pas sur les écoles, elle est sur les collèges, puisque les bâtiments nous appartiennent à la province sud. Et donc, on a là un gros dispositif de sécurisation des collèges. C'est-à-dire que notre idée, c'est quand même d'essayer d'éviter qu'on ait des intrusions, ou en tout cas que les intrusions prennent le plus de temps possible et qu'on soit capable d'attraper ceux qui essayent de s'introduire dans les établissements scolaires le plus tard possible. Sur les écoles, c'est pas notre compétence, c'est la compétence des communes, mais on va venir en assistance parce qu'on considère que y a un réel intérêt à sécuriser les écoles. On le voit maintenant, le sport territorial, c'est pendant toutes les vacances scolaires de vandaliser les écoles. Et on a vu la différence entre une école de Nouméa qui a été pour laquelle il y a eu une tentative d'intrusion, mais il y avait une alarme et un dispositif de sécurité important. Et donc, il n'y a pas pu, les délinquants n'ont pas pu finalement abîmer trop l'école. Ils ont été attrapés très vite, alors qu'en parallèle, par exemple, à James Paddon, à Païta, eh bien, on n'avait pas de dispositif de sécurisation et donc, les délinquants ont pu brûler, ont pu abîmer de manière importante l'école. Donc, c'est notre intérêt, c'est l'intérêt de tous et c'est l'intérêt aussi de l'image qu'on donne à nos élèves d'aller dans le sens de la sécurisation. D'équiper le maximum d'écoles et d'établissements scolaires en dispositifs de sécurité. Ah, vous parlez beaucoup des communes, vous travaillez en concertation avec les communes, donc sur ce plan dans ce domaine de l'enseignement, dans le domaine de la police municipale également, des aides qui vont leur être apportées. Ça fait partie de vos missions, ça vraiment, de participer à la sécurité à ce niveau-là ?
Oui, alors d'abord sur la relation avec les communes, ça aussi c'est un vrai changement, c'est-à-dire que dans la mandature précédente, n'étaient aidées que les communes qui étaient de la bonne couleur politique. Alors, on vous a fait le même reproche. Hier, Philippe Michel disait que vous n'aidiez que les communes de l'Avenir en Confiance. Je vais vous répondre de manière très factuelle, parce que c'est important, les faits dans ce genre d'attaque. Donc, il y avait, avec la commune de Païta et du Mont-d'Or, par exemple, il y avait des conventions qui demandaient en fait à la province d'aider ces communes. Et dans ces conventions, ça veut dire qu'on est obligé normalement de verser ce qui a été signé. Eh bien, Philippe Michel, Calédonie Ensemble, a donc décidé d'arrêter purement et simplement les versements à la commune du Mont-d'Or et à la commune de Païta, malgré leur signature. C'est-à-dire ces communes, sur la question de la sécurité, n'ont plus été aidées par la province Sud parce que, évidemment, politiquement, elles n'étaient pas de la même couleur. Nous, on a fait un autre choix. On a fait le choix de proposer à toutes les communes de la province Sud de venir nous voir. Donc, on a reçu, en fait, toutes les communes qui l'ont souhaité. Il n'y a que 3 communes qui n'ont pas répondu. La fois Saramea et Moindou de mémoire. Les autres ont répondu. Faire 3 communes dans le Maire et Calédonie Ensemble. En résumé. Alors bon, après, s'ils veulent pas répondre à nos propositions, c'est leur choix. Mais en tout cas, nous, on a contacté l'ensemble des communes et on va aider, par exemple, la mairie de Poya, la mairie de Bourail, qui sont pas à venir en confiance, et parce que ils sont venus avec des projets précis. Et sur la question de la sécurité, on aide tout le monde. Après, évidemment, les communes qui ont des polices municipales, par exemple, ce sont elles qui peuvent accueillir ce qu'on appelle les auxiliaires de proximité qui viennent en aide aux policiers municipaux. Évidemment, les communes qui n'ont pas de police municipale ne peuvent pas avoir d'auxiliaires de proximité, c'est naturel. Et pour ces communes dont les conventions n'avaient pas été honorées, vous avez les moyens de faire du rattrapage ? On s'est pas du tout positionné pour dire qu'on faisait du rattrapage. On s'est positionné pour dire comment on répond aux besoins des populations. Le besoin des populations, c'est d'avoir... Alors les caméras de surveillance, on a vu l'effet immédiat. On l'a vu à Nouméa. On a d'abord une réactivité plus importante des forces de police. Ensuite, une élucidation plus importante sur un certain nombre de délits. Donc très clairement, ça a un intérêt. Et donc, c'est aussi l'intérêt de la province pour la qualité de vie de ses habitants de s'impliquer dans ce sujet-là. Donc, on l'a vu, la sécurité, c'est notamment une compétence de l'État, mais vous prenez en charge un certain nombre d'éléments. La relance économique, c'est plutôt de la compétence du gouvernement. Là aussi, vous apportez votre pierre. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration de politique générale de Thierry Santa, c'était la semaine dernière? Vous y avez retrouvé les mêmes lignes forces, les contributions de l'Avenir en Confiance? Oui, alors d'abord sur la relance économique, le développement économique, c'est une compétence de la province Sud, donc on peut s'impliquer sans être à cheval sur d'autres compétences. Oui, vraiment sur la déclaration de politique générale de Thierry Santa, on a retrouvé les grands axes du programme de l'Avenir en Confiance, notamment sur cette question de la relance économique, notamment sur la question de la sécurité, notamment sur les problématiques d'environnement. Il a fait de l'environnement et de la jeunesse le cœur de cette déclaration de politique générale. Il a fait en plus, et je pense qu'il faut le saluer, l'effort de rechercher le consensus, parce que on sait très bien que à la province Sud, on a la majorité absolue. Au gouvernement et au Congrès, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a effectivement un intérêt à ce que tout le monde travaille ensemble. Et dans cette déclaration de politique générale, on a retrouvé tous les volets en matière de relance économique, tous les volets en matière d'enseignement, sur le logement et sur l'évolution de la manière dont les Calédoniens seront logés. On a retrouvé le programme de l'Avenir en Confiance. Donc, réellement, Thierry Santa a été capable de trouver le consensus également, mais de retrouver la volonté de l'Avenir en Confiance. Mais justement, l'Avenir en Confiance, ça marche comment? Parce qu'à l'origine, c'était un rassemblement j'en doute pas, de 3 partis pour aller au provincial. L'objectif, c'était clairement de conquérir le pouvoir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez rester ensemble? L'Avenir en Confiance a vocation à être un parti politique? Vous vous entendez comment entre vous? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, notamment que ça tiendrait pas. Oui, vous savez, il y a toujours beaucoup de choses qui sont dites. Ça tient très bien et on a réellement construit une relation de confiance avec... Vous faites des efforts les uns et les autres pour vous supporter? On est même plus dans l'effort là. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on avait un certain nombre de divergences et puis, en fait, on s'est rendu compte à l'exercice d'une part de cette campagne et à la mise en place des institutions que on est d'accord sur tout. On a la même vision des choses sur tous les sujets majeurs, sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. En fait, on porte la même idéologie, on porte les mêmes idées, la même philosophie et la même volonté d'améliorer le quotidien des Calédoniens. Donc aujourd'hui, en fait, d'abord on se voit très régulièrement, souvent, enfin tous les jours, puisqu'en fait dans les institutions, les 3 partis sont représentés partout. Et en fait aujourd'hui, on s'identifie même plus en fonction de l'appartenance à nos partis. On travaille réellement
au titre de l'avenir en confiance. Et en tout cas, mon souhait, c'est que l'avenir en confiance, et je pense qu'il est partagé par les autres responsables politiques de l'avenir en confiance, perdure et devienne une vraie force politique au sens premier du terme. Et avec l'éveil océanien, ça se passe comment? Nouvelle force politique dans le paysage, avec des débuts un peu difficiles pour se situer. Aujourd'hui, elle constitue la majorité avec vous à la province sud. Au Congrès, ça a l'air plus aléatoire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez avec eux? Vous essayez d'arrêter des positions communes? Quelles sont vos relations exactement? Alors, à la province, Milatu Koumouli fait partie de l'exécutif, donc il est avec nous sur toutes les réunions décisionnelles qui concernent la province sud. On est quand même globalement en phase là aussi sur le programme et sur la manière de faire changer les choses par rapport à ce qui était dans la dernière mandature. Donc c'est vrai que à la province ça se passe plutôt bien. Milatu Koumouli a une délégation de compétences sur un certain nombre de sujets, sur le transport, sur les affaires sociales, sur la santé, sur la culture, et donc il va développer ses projets en accord avec l'ensemble de l'exécutif sur ces sujets-là. Après, l'éveil océanien, c'est un parti à part entière. L'éveil océanien fait pas partie de l'avenir en confiance. Donc, on l'a vu au Congrès, quand ils ont des avis qui sont différents, ils les expriment et ils ont toute la latitude pour le faire. L'exercice compliqué que nous avons au Congrès, au gouvernement, c'est à chaque fois de trouver des majorités pour essayer de faire évoluer la Nouvelle-Calédonie dans le bon sens. Vous pensez que vous la trouverez au fur et à mesure, ou ça sera ponctuellement en fonction des textes? Oui, je crois que, l'avantage qu'on a, c'est que il y a tellement d'erreurs qui ont été faites dans le passé, et finalement la situation a été tellement dégradée que tout le monde, je crois, s'est rendu compte de ce qu'il fallait pas faire, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on arrive quand même avec du coup la volonté de tous de faire évoluer les choses, de faire les réformes qui sont nécessaires. On l'a vu sur la question de la suppression de la protection de marché sur les yaourts, où on a eu une majorité au gouvernement alors que c'était pas forcément gagné au départ. Donc je crois que Thierry Santa, Christopher Gigès, les membres du gouvernement de l'avenir en confiance et de l'éveil océanien font le travail nécessaire pour qu'on arrive à trouver des majorités pour faire avancer les choses. Autre composante de votre assemblée de province, Calédonie Ensemble, ils n'ont pas disparu, ils ont un groupe politique, ils ont voté contre le budget supplémentaire hier. On imagine que ça vous a pas surpris. C'est toujours un peu la guéguerre entre vous? On voit passer beaucoup de communiqués, en tout cas de Calédonie Ensemble, pour attaquer les différentes décisions qui sont prises. Oui, vous remarquerez que vous n'envoyez pas de nous pour y répondre. Nous, on n'est pas en guéguerre. La Calédonie on a trouvé encore une fois la Nouvelle-Calédonie dans une situation qui demande que toute notre énergie soit mise pour que les choses redémarrent dans le bon sens. Donc Calédonie Ensemble, ils ont pas mal de difficultés internes, je crois. Hier encore, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des divisions internes visiblement qui arrivent. Donc ils sont pas très présents en dehors de s'opposer. Ils sont pas très présents. Et d'ailleurs, nous, on n'est vraiment pas dans une opposition stérile avec Calédonie Ensemble, puisque ils ont déposé des amendements sur les textes économiques d'hier, amendements qui étaient construits et que nous avons acceptés. Donc, quand les choses vont dans le bon sens et vont dans l'intérêt de la Calédonie, on travaillera avec eux comme on travaille avec les autres. Il y a pour nous pas de difficulté. Relationnellement, il y a encore des problèmes de personnes ou ils viennent assez peu nous voir. Donc, quand on a besoin de leur parler, on leur parle. Pour nous, c'est des acteurs politiques comme les autres et ils sont membres de l'Assemblée de province comme les autres. Les indépendantistes aussi, il y a un groupe UCF-LNKS à la province sud, ils se sont abstenus sur le budget supplémentaire. Là aussi, c'était prévisible. En fait, ils comptent les points, ils sont observateurs. Vous les sentez comment ? Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, ils se sont abstenus sur ce budget, comme ils l'ont fait pendant toute la mandature précédente. C'est-à-dire que, visiblement, à la province sud, leur choix, c'est pas forcément de se positionner. Alors, ce qu'on souhaite, nous, c'est pouvoir... ils nous ont dit qu'ils avaient des projets à nous présenter, donc on prendra et on écoutera les projets qu'ils ont sur les infrastructures, sur un certain nombre de sujets, de manière à voir s'ils correspondent à ce qu'on peut faire et si on peut les inscrire dans le prochain budget. Donc il y a l'adoption du budget supplémentaire 2019, premier acte 1 de la relance avec la déclaration de politique générale. L'acte 2 sera pour quand ? Là, il va y avoir au niveau du gouvernement le grand débat des entreprises. Ça commence le 9 septembre. Hein. Voilà, et il va y avoir l'acte 2, ce sera la loi de relance qui sera sans doute présentée au mois d'octobre et pour lequel il y aura aussi des volets provinciaux. Alors, autre rendez-vous qui est en octobre également, le comité des signataires. Alors, le gouvernement a dit qu'il le réunirait après les provinciales, le temps que les institutions se mettent en place, etc. Qu'est-ce que vous en attendez de cette réunion ? On ne sait plus à quoi ça peut servir aujourd'hui. On est entre deux référendums, le deuxième va avoir lieu.
Alors qu'est-ce qu'on en attend ? Alors d'abord, effectivement, il aura lieu le 10 octobre, on a maintenant la date. Un élément important que nous attendons, c'est la question de la date du référendum. Ça a l'air de rien, mais on parle de choc de confiance, on parle de relance économique. On a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis des années. Et là, tant qu'on n'est pas sorti complètement du dispositif des référendums successifs, on a du mal à donner complètement confiance aux acteurs économiques. Donc, pour nous, c'est important qu'on en sorte et qu'on en sorte le plus vite possible. En sortir le plus vite possible, ça ne veut pas dire que simplement on fait les référendums et qu'on ne parle pas. Ça veut dire que ce comité des signataires, il doit finalement valider le processus jusqu'à la fin de l'accord de Nouméa, savoir à quelle date on fait le deuxième référendum, savoir dans quelles conditions on va discuter du prochain statut, puisque de toute façon l'accord de Nouméa se termine et que maintenant on a l'obligation de trouver un nouveau statut. Donc dans quelles conditions et comment, sous quelle forme on discute du prochain statut et dans quel calendrier on va faire valider par les Calédoniens ce prochain statut, puisque c'est pas quelques-uns encore une fois qui vont le décider, mais à un moment donné il y aura non pas un référendum oui/non pour demander aux Calédoniens ce qu'ils veulent faire, mais il y aura à un moment donné une question qui demandera aux Calédoniens: est-ce que vous voulez bien de ce statut-là ou est-ce que vous en voulez un autre ? Du style l'approbation de l'accord de Nouméa. Du style de l'approbation de l'accord de Nouméa ou de proposer aux Calédoniens plusieurs options. Je ne sais pas sous quelle forme ça se présentera. Mais en tout cas, ce comité des signataires, il est essentiel parce qu'il doit fixer le calendrier maintenant de savoir comment on sort de l'accord de Nouméa et comment on va vers un prochain statut, en sachant qu'on est en début de mandature et que chacun est maintenant légitime pour discuter. Donc ça, c'est très important d'un point de vue institutionnel. Mais vous le savez, le Premier ministre a souhaité qu'il n'y ait pas que le volet, ce qu'il appelle les tuyaux institutionnels, mais il a souhaité qu'il y ait une partie économique importante. Donc on a demandé, nous, qu'il y ait une partie conférence économique qui ait lieu au moment du comité des signataires. L'idée, c'est aussi qu'il doit y avoir, lors de ce comité des signataires, un travail sur les contrats de convergence, qui sont des contrats qui vont permettre à l'État d'accompagner la Nouvelle-Calédonie sur un certain nombre de sujets, notamment la question de l'énergie, on en a beaucoup parlé sur la SLN, mais également sur la question du développement du numérique, de l'environnement, etc. Sur la date du référendum, vous avez souhaité qu'il ait lieu le plus tôt possible, vous avez fait une demande en ce sens auprès de l'État. Tout le monde a l'air de dire qu'en fait ce sera quand même vers novembre 2020. Vous pensez pouvoir le faire avancer, enfin obtenir un consensus pour le faire pour qu'il ait lieu plus tôt ? Ah mais on ne souhaite pas qu'il ait lieu en novembre 2020, très clairement. On souhaite qu'il ait lieu plus tôt, le plus tôt possible, de manière à ce que les conditions soient réunies pour qu'il ait lieu dans les mêmes conditions et qu'il soit validé par tous le lendemain que le premier référendum. C'est notre souhait, c'est-à-dire qu'il faut que les conditions techniques soient remplies, mais il faut que ce soit le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, c'est certainement pas novembre. Et les discussions avec les indépendantistes, est-ce qu'on a le sentiment qu'eux sont plus prêts à discuter, qu'ils veulent aller au deuxième référendum, puis eux-mêmes parlent du troisième, puisque manifestement le deuxième ne sera pas décisif à leurs yeux. Vous pensez qu'il y a une possibilité de discuter avec eux ? Ah bah, c'est pas qu'il y a une possibilité, c'est qu'on discute avec eux, heureusement. Il faut pas rendre contradictoire... Discuter de l'avenir. Oui, non, mais on discute avec eux de l'avenir. Il faut pas rendre contradictoire l'organisation du deuxième référendum et du troisième et les discussions. C'est-à-dire que, de toute façon, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3 référendums, de toute façon, il faudra construire un nouveau statut. Et donc, d'ailleurs, les indépendantistes dans les médias disent bien qu'ils sont d'accord pour discuter. C'est-à-dire qu'ils veulent aller au deuxième et au troisième parce qu'ils veulent aller au bout du processus, mais ça n'empêche pas de discuter. Donc, il n'y a pas de contradiction entre le fait de faire ces référendums et le fait de se parler pour savoir comment on construit la sortie de l'accord. Et alors on parle au sein des institutions ou non ? Puisque Thierry Santa disait l'autre fois, bon, le gouvernement, c'est pas le lieu des discussions institutionnelles. Ça peut être quoi ? Ça peut être le Congrès, ça peut être en marge de l'Assemblée de province. Ou est-ce qu'il faut recréer ces institutions comme on a vécu les groupes de travail sur l'avenir ? Est-ce qu'il faut institutionnaliser les discussions, à votre avis ? Alors, à mon sens, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une première étape qui a d'ailleurs sans doute commencé, qui correspond à des réunions bilatérales, à des échanges bilatéraux entre les uns et les autres pour voir un peu jusqu'où on peut aller sur tel ou tel sujet. On voit bien et on perçoit qu'il y a des sujets très, très difficiles, comme le corps électoral, par exemple, comme la question du foncier. On voit bien que c'est des sujets qui sont clivants entre nous, mais on a des discussions bilatérales pour savoir comment on peut avancer sur l'organisation des institutions, sur un certain nombre de choses. Et une fois que ces réunions bilatérales auront un peu avancé, sans doute au moment après le deuxième référendum, on sera en capacité de se retrouver pour construire là, et sur la base de ces avancées bilatérales qui auront eu lieu, le prochain statut.
Depuis 3 mois et demi maintenant, pratiquement, vous êtes à la présidence de la province sud. On le disait au début de cet entretien, il y a un peu d'impatience dans la population. Et vous avez l'impression que ça y est, vous avez pris vos marques, que vous êtes, la province est en état de marche complètement? Alors faut être très très humble dans la manière d'aborder les choses. On a trouvé quand même encore une fois une administration qui fonctionne très bien. Celle de la province sud, c'est une administration qui fonctionne très bien, mais qui a été construite avec une philosophie qui est pas du tout la nôtre. Donc on a dû là aussi mettre notre marque pour dire que la province est là pour accompagner, pour aider les Calédoniens et pas forcément uniquement pour mettre des contraintes. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est un changement de philosophie important. Donc moi aussi, je suis impatiente. Alors, c'est ma nature. Moi aussi, j'ai envie que les choses avancent vite. Je pense qu'on a intérêt à ce que les choses avancent vite pour les Calédoniens. Il y a beaucoup d'attentes. On va avoir une assemblée de province au mois de novembre qui va parler logement, avec un certain nombre de réformes qui sont importantes pour améliorer les conditions de vie, là aussi, des Calédoniens. Moi aussi, je suis impatiente. Moi aussi, je veux que les choses avancent vite. Je pense qu'effectivement, la province est un bel outil. On va pouvoir faire beaucoup de choses. Je pense qu'il faut que les Calédoniens soient un peu patients, même si je comprends très bien leur impatience, et on va faire ce à quoi on s'est engagé. Sonia Blaquès, présidente de la province sud, merci d'accepter notre invitation. Merci.